Nous sommes avec Jean-Philippe Arnoux, qui est le directeur Silver Economy et accessibilité chez Saint-Gobain Distribution. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et puis me dire pourquoi est-ce que Saint-Gobain a quelqu'un qui s'intéresse à la Silver Economy? D'accord. Alors, bon, me présenter, le parcours est un peu atypique, comme ma carrière d'ailleurs. Je me destinais plutôt à la base à des fonctions RH, autour de la formation. Et puis, bon, les choses de la vie m'ont amené dans le monde du commerce, de la distribution, dans des grandes enseignes. Et puis, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années chez Saint-Gobain à des fonctions marketing. Après un parcours, je dirais, plus d'opérationnel terrain dans l'industrie. J'arrive il y a une quinzaine d'années chez Saint-Gobain à la plateforme du bâtiment sur un poste de directeur marketing avec voilà, cette chance finalement quand on est directeur marketing dans le monde du bâtiment d'avoir cette vision un peu à 360 degrés sur tous les secteurs du bâtiment. Et puis c'était 2005, une année où il y a eu la loi donc sur le handicap notamment, donc qui a fait que bon, le monde du bâtiment a commencé à s'intéresser, on va dire, à certaines fragilités, parce que la loi disait qu'il fallait adapter notamment les cafés, hôtels, restaurants. Mais ça allait pas beaucoup plus loin, on était encore dans des offres un petit peu issues du monde hospitalier. Et puis, bon, voilà, de loin en loin, bon, on a regardé, puis on avait commencé à faire proposer des solutions un petit peu plus esthétiques, un peu innovantes, pour dire finalement, voilà, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit à un peu de design. Et puis, ma carrière a évolué chez La Paire, le groupe La Paire. Je crois que c'est là où on s'est connus, ou pas loin. Voilà. Et chez La Paire, en fait, j'ai déjà regardé notre pyramide des âges de clients, et bon, qui étaient d'un certain âge, une cinquantaine d'années, propriétaires, souvent de pavillons. Et à un moment donné, dans une réflexion simplement de trouver des relais de croissance, j'ai commencé à m'intéresser effectivement à la démographie. C'est là où ça m'a sauté aux yeux en disant qu'à un moment donné, que pourront faire des enseignes comme La Paire, ou même des enseignes quelles qu'elles soient, quand un tiers, 40% de leurs clients auraient 60 ans et plus. Et donc, ça nous a amené au fur et à mesure comment dire, à déjà faire des focus clients, mais on va dire avec des codes très marketing, c'est-à-dire en fait presque des questions orientées, donc les faire réagir sur des produits. Bah oui, c'est un petit peu ça. Enfin, le marketing à l'ancienne, c'est voilà, je vais vous proposer des trucs, dites-moi que c'est bien, quoi. Bon, mais bon, quand même riche d'enseignements. Déjà, sur un rejet, le rejet, effectivement, des sujets d'adaptation, tout simplement parce que évocateur du grand âge, dans les termes du langage qu'on a coutume, je dirais, d'employer communément tous les uns les autres. Ça, c'était le regard. Alors, à la fois, on avait pris un panel de personnes âgées, c'était en 2012 de mémoire, qui allait de 70 ans à environ oui, on avait une personne de 90 ans. Alors l'avantage, c'est qu'il y avait à la fois des aidants familiaux, des personnes âgées seules, en couple, et ainsi de suite. Bon, grosso modo, le message, c'était ben voilà, bon, on n'y pense pas vraiment. Dès qu'on voit des choses, c'est moche, donc on n'en veut pas, puis on verra plus tard. On a interrogé également, alors là, c'était grâce à l'Association nationale française d'ergothérapie, les ergothérapeutes libéraux. C'était une vingtaine. Et eux, c'est pareil, ils disent, on a beaucoup de mal à leur en parler. Alors, sauf quand, évidemment, ils ont eu un pépin et qu'ils sortent de l'hôpital. Et puis, de toute façon, dès qu'on leur propose des choses, c'est pareil, ils nous disent, vous n'avez pas plus joli, c'est moche. Et puis, il y a des choses qu'on n'arrive pas à trouver facilement. Bon. Donc, il y avait quand même quelque chose autour du design. Et c'est là où Saint-Gobain Recherche nous a aidé à financer, en fait, cette année qui a été un révélateur pour moi, de campagne d'innovation avec l'École des Ponts à Paris, autour de la démarche du design thinking, ou comment développer des produits, non pas pour les usagers, mais avec les usagers. Et en l'occurrence, c'était des usagers. Alors, on avait on va dire des seniors testeurs déjà avant l'heure à domicile, mais on a surtout eu le bonheur de travailler avec un EHPAD. Et je dis bien le bonheur de travailler avec un EHPAD. La Fondation Favier en Val-de-Marne, je le cite, qui a accepté d'accueillir les étudiants, qui a accepté de les immerger. Et puis, on a eu tout un tas de résidents et d'aidants qui ont travaillé donc, sur ce meuble qui s'appelait Concept Care, qui était je dirais, qui a été un petit peu emblématique pendant quelques années pour amener une autre dimension de l'adaptation à travers le design. Oui, je me souviens, c'était un meuble qui était de salle de bain, qui était adapté
des personnes, on va dire, un peu fragilisées, et, Oui, et qui était ultra design, et on ne voyait pas du tout que c'était un meuble pour personnes âgées. exactement. Il était truffé d'astuces ergonomiques, d'accessibilité, une prise de courant, des tiroirs, préhension facile. Il a intégré un fauteuil. Alors, je ne parle pas au passé, puisqu'on on a continué à développer ce produit-là avec un partenaire industriel italien qui s'appelle Goman et qui nous a fait une petite version et qui fait son chemin, où on a un petit basque avec son petit fauteuil. Mais voilà, une fois que tout est fermé, on ne voit absolument pas que c'est un produit dédié à l'accessibilité. Par contre, il respecte tous les codes de l'ergonomie. Mais ce faisant, on a lancé un programme qui s'appelait Indépendance des seniors accessibilité chez La Paire. Et on a pu mesurer là aussi à quel point finalement cette population, alors qu'on visait, j'aime pas trop les termes de cible, de visée, c'est ces termes marketing, pouvait attendre en termes de service, de réassurance, de prévenance, de bienveillance, d'attente. Et dans des magasins type La Paire où il y a un flux moyen très fort selon les magasins, bah effectivement, le temps à consacrer à ces personnes, je dirais, ne pouvait pas finalement être à la hauteur de leurs espérances. Ça, c'était la première chose vis-à-vis de l'usager direct ou des aidants familiaux. Et puis surtout, ça a été la grande découverte d'un écosystème d'une complexité sans nom, qui remet en cause finalement toutes les règles classiques du marketing. Je parle beaucoup de marketing parce que 10 ans de ma carrière ont été dans le marketing. Mais c'est vrai que là, ça a un petit peu chamboulé la règle classique qui prescrit, qui consomme et qui paye. Alors là, c'est un coup de billard à 12 bandes parce que bah, ça peut être les pouvoirs publics qui prescrivent, ça peut être le médecin, je dirais, à l'hôpital, ça peut être les enfants, bon, évidemment la personne elle-même, ça peut être les pouvoirs publics hein, à travers des campagnes de prévention qui payent, évidemment, ça peut être l'usager quand il a les moyens, tu vois, je dis même plus client, je dis usager, tellement voilà, j'ai intégré ouais, ce phrasé public quelque part. Le marketing est Euh, loin, hein. Je disais en blaguant, Pardon? le marketing est loin, hein. Non, non, il n'est pas loin, alors parce que après tout finit par se rejoindre. Mm. Il y a une notion que je présente parfois quand je donne des conférences qui est le marketing social ou sociétal, et qui intègre énormément cette dimension humaine et ces écosystèmes. Alors ça a été théorisé autour d'un concept, mais c'est pas un concept en fait. C'est vraiment comme ça qu'on doit avancer. Et j'irai plus loin, c'est comme ça qu'on doit avancer, y compris dans des politiques publiques et dans des actions, je dirais, partagées entre des acteurs publics, privés, associatifs, pour trouver une des clés au sujet qui nous anime hein, depuis des années, qui est cette transition démographique, cette seniorisation, comme on l'appelle dans les États généraux. Donc là, je découvre ce système, cet écosystème un peu complexe, avec eh bien, effectivement des acteurs publics frileux vis-à-vis d'acteurs privés, je peux le comprendre, hein, avec d'un côté un intérêt capitalistique, de l'autre côté vraiment un intérêt de service public. Donc beaucoup de temps finalement à comprendre leur mode de fonctionnement, leurs besoins. Et puis en face de ça, moi j'avais des clients, des usagers qui étaient perclus de questions, à défaut d'être perclus de rhumatisme, en quête de réponses. Alors des réponses, il y en avait beaucoup, des documents, il y en a beaucoup, mais ils étaient perdus. Donc bon, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est de là où en fait on a créé le concept de magasin Vita Confort, qui avec le recul était un vrai laboratoire d'usage pour le coup, qui pour être honnête n'a pas. Alors bon, Saint-Gobain m'a encore permis, je dirais, d'investir 2-3 ans de ma carrière dans ce concept, mais qui m'a énormément appris. Énormément appris finalement, alors des non-attentes des consommateurs, de leurs attentes aussi. Par contre, voilà, une fois qu'ils avaient trouvé leur compte autour de l'adaptation, alors à la fois du logement ou du quotidien à travers des petits produits, ben voilà, ils devenaient récurrents, prescripteurs et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'était peut-être un quart d'heure en avance sur son temps, mais et puis voilà, ça avait ce qu'on appelle un ROI certainement plus long que les 3-4 ans généralement admis dans nos professions, mais ça a permis d'engranger énormément de connaissances, à la fois donc sur plusieurs problématiques, hein, la complexité des acteurs publics, ça on l'a déjà dit. Donc on avait déjà lancé et testé, et c'est comme ça que d'ailleurs on a commencé à accélérer des relations avec les caisses de retraite, notamment je pense à la CNAV Île-de-France, pour des opérations communes, des relations avec la mairie de Paris, avec les centres locaux d'information et de coordination, avec l'ANA, hein, voilà, dont on véhiculait l'Agence nationale pour l'habitat, pardon, les messages, voilà, pour avoir une sorte de kiosque d'information complémentaire dans un lieu où on l'entend pas, c'est un lieu
plutôt privé, de commerce. Mais toujours avec cette vocation d'avoir cet équilibre, je dirais, entre voilà, l'acte commercial et la volonté de prendre notre part de service public. Et ça ressemble beaucoup à Saint-Gobain, qui est très investi sur d'autres sujets, notamment sur la transition énergétique, où aujourd'hui, voilà, Saint-Gobain en est le leader à travers la vente de ses produits, sa R&D et ainsi de suite, mais aussi son engagement et la volonté. Voilà, on a annoncé Pierre-André de Chalandard, notre président, a annoncé qu'on atteindrait la neutralité carbone en 2050. Je peux vous dire qu'on y sera, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Parce que voilà, on s'en donne les moyens. On investit énormément en recherche et développement. Chez Saint-Gobain, on n'a pas loin de 3000 chercheurs sur à peu près 270 000 collaborateurs dans le monde, un budget conséquent. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de réinventer finalement, alors à la fois les bâtiments et l'habitat de demain, mais de plus en plus, justement, à l'aune des habitants. Et c'est pas pour rien que Saint-Gobain recherche à recruter des sociologues, à recruter des ergothérapeutes, je dirais, pour un petit peu plus finalement comprendre les signaux faibles de la société. Alors, il y a quelque chose qui s'impose à nous, évidemment, c'est le dérèglement climatique, transition énergétique. On sait que les bâtiments sont je dirais, responsables pour pas loin, je dirais, de 40% des émissions de gaz à effet de serre, pas loin aussi de 40% des déchets. Donc, deux grands axes, pousser, je dirais, toutes les solutions pour la transition énergétique dans les bâtiments. On travaille aussi beaucoup pour les mobilités à travers l'automobile, puisqu'on développe voilà, tout un tas de solutions, de pare-brise déjà, parce qu'on est les leaders du verre, mais également d'autres solutions technologiques qui permettent effectivement d'amener un peu plus de confort dans les mobilités. Et puis, chemin faisant, on s'aperçoit qu'on ne peut pas délier tous les sujets et qu'effectivement, aujourd'hui, s'opère une convergence des transitions et que, donc, du coup, tout naturellement, transition démographique et transition énergétique, convergent progressivement. Et puis, on l'a vu d'autant plus avec cette crise du Covid dont on sort plus ou moins, et à quel point, dans notre rapport à l'habitat, on s'est aperçu tous qu'il y avait énormément de choses à revoir sur tout un tas de sujets finalement qui sont génétiques à Saint-Gobain. Bon, évidemment. Alors la thermique, là, on n'a pas pu trop regarder, c'était la bonne période, le printemps. Il faisait ni trop chaud ni trop froid. L'acoustique devenait intéressante parce que finalement, notre habitat est devenu un peu notre lieu de travail. Pour ceux qui travaillaient, un lieu aussi, voilà, pour ceux qui sont restés confinés dans les immeubles, passer sa journée à entendre les voisins, c'est un peu compliqué. On s'est aperçu que finalement, ce que la nature humaine compense, le bruit, très souvent, on prend l'habitude d'entendre passer les avions jusqu'à ce qu'on ne les entende plus, là, finalement, ça reprenait tout son sens. J'imagine le même confinement en plein été avec une canicule, là, ça aurait été l'enfer. Deux réactions, court terme, investir dans des clims, ce que les Français ont fait. Plus long terme, et c'est là où, effectivement, à cette sortie de confinement, on doit beaucoup réfléchir. Effectivement, la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas et celle qui est la plus favorable à la planète, ça voudrait dire de réisoler de façon intelligente notre habitat. Je ne vais pas dire de façon intelligente, mais raisonnée. Et donc, du coup, c'est toutes les réflexions qu'on a au cœur, notamment, là, en ce moment, du plan de rénovation, de relance de la construction et des bâtiments. Pourquoi est-ce et que puis, tu la dis transition démographique? Alors justement, pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a une convergence entre transition énergétique et transition démographique? Parce que ça, effectivement, on le lit tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'il y a une convergence? Alors, il y a une convergence, et déjà, le premier réflexe, c'est ça, c'est vraiment, bon voilà, de par mon expérience, un premier acte manqué, qui a été 2003 et la canicule, ou 2001, je crois. La grande canicule, bon, on sait les ravages qu'elle a pu faire chez les personnes âgées. Et justement, c'est là où, dans les EHPAD, on a découvert beaucoup de personnes à domicile et ainsi de suite. Réflexion de court terme, pareil, ça a été de faire installer dans les EHPAD une pièce climatisée. Une clim climatisée. Qui, alors oui, effectivement, apporte une réponse, je dirais, de très court terme, instantanée, au fait qu'il fasse chaud. Donc, on va finalement regrouper tout un tas de gens dans une pièce un certain nombre de temps. Mais l'enseignement, on va prendre le Covid, une clim mal entretenue, une clim peut-être vraiment vecteur
de circulation de virus, comment dire, de développement de bactéries et ainsi de suite. Alors que là aussi, je dirais effectivement, le fait d'avoir repensé les EHPAD ou les résidences autonomie en mode, je dirais, bâtiment basse consommation, c'est-à-dire globalement, qui maintiennent une température somme toute stable, hiver comme été, aurait été vraiment la meilleure solution. Mais cette réflexion, après 2003, n'a pas eu lieu. Et donc, on a continué à construire des EHPAD un petit peu comme avant, certes aux nouvelles normes, mais toujours avec une clim et ainsi de suite. Et il y a une vraie réflexion à avoir à l'aune de tout ça. Je vais prendre un exemple concret, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur nos aînés, beaucoup, alors surtout en France, sont propriétaires de leur logement depuis des années, mais c'est des logements qui ne correspondent pas, je dirais, aux nouvelles normes énergétiques et environnementales. Donc, on a des vieilles personnes qui habitent dans de vieux immeubles ou de vieux habitats. Qu'est-ce qu'on rencontre très souvent? C'est que à la fois l'habitat, bon, certes, ne sera pas adapté à leurs conditions éventuellement évolutives vers la dépendance, mais ils se retrouvent également en précarité énergétique. Et donc, ce qu'ils dépensent potentiellement dans la facture d'énergie ou éventuellement de clim, mais enfin, eux, ils n'ont pas la clim, de ventilateur ou d'inconfort simplement en période chaude, c'est autant d'argent, je dirais, qu'ils n'auront pas pour faire autre chose. Et quand vous avez 600-700 € de retraite, je peux vous dire que ça compte. D'accord. Donc ça, je comprends sur le terrain. Et dernière chose, par rapport à des sujets, et j'en terminerai par là, on parle de plus en plus également de transition numérique. Et là encore, le Covid nous a rajouté une couche. Ou quand, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, on va fonder beaucoup d'espoir sur la télésanté, et on a commencé un peu à le voir là avec l'isolement du Covid, et bien, il faudra compter quand même avec l'habitat et sa connectivité avec l'extérieur. Et aujourd'hui, à travers les États généraux, j'ai interviewé pas mal de députés pour parler de la circonscription. Il y a encore énormément, je dirais, de zones blanches. Ce que je veux dire par là, c'est que quand pris bout à bout, on a l'impression qu'on avance sur le numérique, on avance sur l'énergétique, puis le démographique, on commence à en parler, puis on fait des choses. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément cohérent ni pragmatique. Je vais prendre sur le numérique, les grands opérateurs veulent développer absolument la 5G, voire la 6G. Puis, à un moment donné, déjà qu'on ait de la 3G dans toutes les zones de France, ça serait déjà pas mal. Et ça remplirait, je dirais, un objectif connexe pour le ministère de la Santé, qui est justement d'augmenter l'emprise de la télésanté, puisqu'on sait que beaucoup de personnes âgées ont une médecine de suivi, de réassurance, je dirais, et qui sert également un peu de lien social, mais ça, il faut l'organiser. J'ose pas imaginer, je dis, voilà, alors, on prend la même pandémie de Covid dans 10 ans, avec 6 fois plus de seniors, mais on aurait implosé au bout de 10 jours. Alors que déjà, elle a fait des ravages dans les EHPAD et à domicile. Donc, je comprends la convergence, on va dire, sur le terrain, dans la société. Est-ce qu'un groupe comme Saint-Gobain, il va y avoir aussi cette convergence? Et en fait, est-ce que stratégiquement pour Saint-Gobain, la transition démographique, elle est aussi importante que la transition énergétique? Absolument pas. Aujourd'hui, le cœur de métier de Saint-Gobain, depuis plus de 350 ans, a été d'abord le vitrage, qui était déjà plus d'ailleurs esthétique à la base, mais pour commencer à faire de la lumière, et puis avec le temps, est arrivé sur les matériaux isolants. Mais donc, on va dire, c'est 90% la construction et l'isolation, avec le vitrage automobile, des préoccupations de Saint-Gobain. Mais, en fait, Saint-Gobain s'est peu intéressé. Alors, on a des activités, je dirais, médicales. Par exemple, on a fabriqué des valves pour les respirateurs pendant tout le long du Covid. Mais voilà, avec cette, comment dire, cette méconnaissance du monde du médical, du médico-social, qui faisait dire oui, mais alors c'est très normé, c'est compliqué. Bon, un EHPAD, un hôpital, ça reste des murs, des portes. Voilà, il y a des choses à faire. Et aujourd'hui, moi, mon métier chez Saint-Gobain, alors Saint-Gobain s'y intéresse, oui, et je les remercie parce que sinon, je ne serais pas au poste que finalement on a créé pour moi ou que j'ai créé, pour justement investiguer tous ces potentiels et la convergence des besoins des usagers. Et donc aujourd'hui, finalement, alors on avait édité il y a 2 ans un livre spécial sur les bâtiments de santé qu'on est en train de remettre à jour, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne construira plus des hôpitaux ou des résidences autonomie comme avant. Je vais prendre un autre exemple.
on parle beaucoup, comme une des pistes, je dirais, d'évolution à la transition démographique dans l'habitat, des logements intergénérationnels ou cogénérationnels. C'est un exemple que je prends souvent pour expliquer chez moi à quel point des choses qu'on a faites, en fait, il ne fallait pas finalement réinventer la poudre, on avait tout. C'est juste une question de changer d'angle de vue. Dans un logement intergénérationnel, on va faire coexister des générations, avec des habitats, des modes d'habiter et des modes de vie différents. Ça va être peut-être le jeune étudiant qui va vouloir étudier entre, on va dire, 7h30 et 22h le soir, pendant que le couple de personnes âgées ou la personne âgée seule va regarder la télé. Manque de bol, elle est un peu sourde, elle va mettre la télé à fond, ça peut déranger. Le sujet là, ça va être de dire, on revient sur l'acoustique, il va falloir préserver à travers des matériaux des modes de vie potentiellement différents. D'accord. Il va falloir réinventer des systèmes, notamment, voilà, je prends un exemple, il y a des pièces qu'on partage relativement facilement, la cuisine. La salle de bain, déjà, c'est beaucoup plus du monde de l'intime. Donc, on travaille sur des salles de bain préfabriquées ou sur des modes de cloisonnement qui permettront, alors sans renchérir le coût de la construction, mais voilà, d'offrir un petit espace toilette peut-être pour l'étudiant, où il ne sera pas obligé de supporter le verre à dents avec le dentier de la mamie. C'est vraiment très, très basique ce que je dis. Mais aujourd'hui, on ne comprendra pas la construction intergénérationnelle, les modes intergénérationnels, voire cogénérationnels, sans avoir toutes ces réflexions, je dirais, à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que Saint-Gobain va faire des produits, des produits et des services spécifiquement pour les seniors ou spécifiquement Absolument pour les pas. familles intergénérationnelles, ou est-ce que vous allez regarder tout ce qui existe déjà et voir qu'est-ce qui peut être extrait, qu'est-ce qui peut être utilisé pour les seniors? C'est exactement ça. On fait l'inventaire de ce qui existe. Alors, il y a des produits qu'on développe, en partenariat avec des startups maintenant où on a des partenariats. Je pense notamment mais c'est plus pour le neuf, une salle de bain préfabriquée, entièrement réversible. Donc, en fait, vous avez une salle, alors c'est un bloc entièrement aménagé, mais de façon décorative, avec alors une baignoire, un lavabo suspendu, puis des toilettes séparées. L'astuce, c'est que cette baignoire est déclipsable, donc le tablier est déclipsable, et il y a une douche en dessous. Vous allez pouvoir accessoiriser, et puis enlever la cloison qui sépare des toilettes, et puis avoir une salle de bain entièrement adaptée à la perte d'autonomie ou au handicap, puisqu'on pourra faire le cercle de gération. Et si le logement ou si l'espace change de destination, eh bien, on pourra remettre la cloison, reclipser la baignoire, et donc en fait faire que vraiment cette salle de bain soit entièrement réversible. Donc ça, c'est une de nos enseignes qui s'appelle CDO qui travaille là-dessus. Et je vais prendre un autre exemple dans la logique de l'inventaire des solutions qu'on avait déjà, qu'on a développées pour une certaine destination et qui finalement se trouvent apporter des réponses à d'autres thématiques. On a une plaque de plâtre qu'on a développée qui s'appelle Habito. Habito, c'est une plaque ultra compacte, donc c'est du plâtre, 13 mm, du BA13, mais qui a deux caractéristiques majeures et qu'on a développé finalement pour répondre au cauchemar de trouver la bonne cheville pour aller dans le bon mur par rapport à la charge lourde. Donc, ce plâtre est tellement compacté et fibré que aujourd'hui, avec une simple vis à bois, sans cheville, sans rien, vous pouvez suspendre un poids de 20 kg. D'accord. Dès que vous mettez une cheville à expansion, on monte jusqu'à 60 kg de résistance. On l'a fait plutôt pour les cuisines, les bibliothèques, et puis on mettait en scène des jeunes qui bricolaient, des jeunes bricoleuses, et ainsi de suite. Je me rappelle au grand salon du bâtiment qui s'appelle Batimat, on avait même présenté un canapé accroché au mur avec quelqu'un dessus qui faisait voilà, pour dire à quel point c'était résistant. Et quand j'ai commencé, moi, vraiment à m'intéresser aux problématiques, je pense notamment des EHPAD, des résidences recevant des accueils de jour, par exemple, pour personnes handicapées, et ainsi de suite. Évidemment, ils ont absolument besoin d'une obligation de résultat quant au fait que quand on accroche une barre de maintien ou une main courante, ça tienne. Alors là, il n'y a aucun souci. Donc, c'est un produit qui déjà répondait souvent quand on est en rénovation, par exemple, on est obligé de renforcer les murs. Parfois, dans certains établissements, il faut repositionner les barres en fonction, je dirais, de la morphologie de la personne. Mais là, cette plaque déjà offre une possibilité je dirais, d'avoir à faire ça. On peut le faire plusieurs fois dans le temps sans vraiment dégrader le mur.
Et puis la deuxième caractéristique de ce produit, c'est son extrême résistance au choc. Et aujourd'hui, un des maîtres mots, quel que soit en EHPAD, en résidence autonomie, c'est de faire en sorte que ces établissements, finalement, ressemblent de plus en plus à chez soi. Et c'est rare quand chez soi, on a des plaques métalliques pour renforcer les murs, comme on peut trouver en EHPAD, qui finalement donnent ce côté hospitalier. Alors que là, cette plaque, elle peut encaisser le choc d'une boule de pétanque, qui plus est donc d'un fauteuil roulant ou d'un lit, sans bouger. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est quand je rencontre tout un tas de patrons d'EHPAD, je suis moi-même au conseil des parties prenantes de Corian, donc ça m'arrive d'avoir des réflexions avec eux sur le cadre bâti. C'est plus par là que je trouve des arguments pour attirer leur attention que par la énième douche ou le énième toilette du 22e siècle. D'accord. Est-ce que je peux te provoquer un petit peu? Jusqu'à présent, des seniors ont vécu et n'ont pas eu besoin de toutes ces innovations. Question. Moi, je m'en souviens, ma grand-mère, elle était dans une maison à Saint-Max, près de Nancy. Bon, je dirais pas qu'elle a rampé par terre à la fin, mais en tout cas, c'était pas facile, pas facile pour elle. Pourquoi est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a vraiment une demande d'adapter les logements maintenant? Est-ce que c'est dû à quoi? C'est dû à des personnes âgées, nouvellement âgées, qui ne veulent plus supporter ce que leurs parents ont vécu? Quelle est la raison pour laquelle on veut absolument adapter les logements? Alors, j'aime bien parler moi aussi, alors, une notion que je développerai plus tard, de transition générationnelle. En plus de toutes les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, les générations ont notre rapport au confort et au lien familial qu'on n'a jamais eu. On a connu, je dirais, les personnes avant-guerre déjà. Les logements étaient ce qu'ils étaient, avec des codes de confort différents. Tout le monde n'avait pas sa propre salle de bain. Très souvent, d'ailleurs, des familles se lavaient aux gants et ainsi de suite. Enfin, c'est pas l'image du goût. Après-guerre, avec malheureusement les ravages de la guerre, mais le fait qu'on ait reconstruit massivement des logements, il y a des pièces qui sont devenues un peu moins des pièces. La cuisine, est devenue une pièce un peu moins technique. Et puis on voit qu'elle s'ouvre de plus en plus. Par contre, on a voulu donner de l'espace, par exemple, à des pièces comme le salon. Et puis, on a fait des petits couloirs, des petites portes, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le cadre bâti. On avait encore une solidarité familiale. On avait un moindre éclatement de la cellule familiale. Aujourd'hui, qu'on sait qu'entre des enfants et des personnes âgées, moi, c'est mon cas aujourd'hui, il y a en moyenne 250 km. Alors qu'avant, on était quand même plus proche d'une activité économie locale. Aujourd'hui, évoluant vers un mode de service, le numérique accélérant tout ça, on s'est éloigné finalement du berceau familial. Donc, ce qui fait que les personnes âgées qui soient compensées d'elles-mêmes par défaut d'avoir une pièce salle de bain, effectivement, je me lave avec un gant. D'ailleurs, souvent, il y a encore des personnes âgées qui s'assoient devant le lavabo, qui se lavent avec un gant. Je dirais, je n'ai pas l'obstacle de la baignoire. Bon. Le fait est, c'est que dans les codes d'hygiène d'après-guerre, on a mis des baignoires partout. Parce qu'il y avait le baby-boom, et qu'il y avait les enfants à baigner. Et puis parce que c'était signe quelque part, je ne vais pas dire de richesse, limite à l'époque, la baignoire, si, c'était un petit peu signe de richesse, la douche, c'était plutôt le signe des pauvres pour des petites salles de bain, voilà. Bon. Et aujourd'hui, déjà, ce qu'on a construit après-guerre, on s'aperçoit que ça devient des obstacles. Pour des personnes âgées qui sont un peu plus seules qu'avant parce que les enfants sont un peu plus loin. Et puis surtout, il y a aussi d'autres attentes de confort des jeunes générations pour plus tard. Je pense que les jeunes générations, je dirais les générations plutôt des années 80-90, entendront beaucoup mieux les messages de prévention, pourront mieux s'y préparer. Je dirais que cette génération des baby-boomers qui, je dirais aujourd'hui, finalement, a tout connu. Alors, comme je dis, il ne faut pas opposer les générations. On ne peut pas reprocher à ces gens-là d'avoir connu les 30 glorieuses. Alors, comme je dis déjà, rappelons-nous qu'après-guerre, ils ont eu quand même 10 bonnes années où c'était très compliqué. Hein. Voilà, bon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, compliqué, je vais blaguer un peu, compliqué pour leurs parents quand même. Hein. Pour leurs parents, mais pour eux aussi. Alors après, c'est vrai que les jeunes ont connu les années 50, 60, 70. Bon, ils ont quand même eu ce truc. Bon. Et puis en fait, on a commencé à découvrir un petit peu de crise énergétique avec le premier choc pétrolier. Puis là, on a commencé à aussi voir que le pétrole, c'était pas inépuisable. Et en fait, tout s'empile et tout s'accélère.
Mais je veux dire par là que finalement, c'est une prise de conscience. Je rajoute aussi quand même l'explosion démographique au niveau mondial, hein, je veux dire, qui est pas un vain sujet. Donc, qui fait qu'on, voilà, mécaniquement, alors, il y a un autre regard sur notre façon d'exister, de coexister et de cohabiter. Est-ce qu'il y a une demande massive? Non. Il faut être honnête. Aujourd'hui, c'est vrai qu'alors, sur tous les sujets liés à l'habitat, alors, il y a quand même une demande croissante. Hein, je veux dire. Bon, il y a déjà le marché de… Oui, il y a une demande croissante, d'accord. Mais ma question qui est plus loin, c'est est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il n'y a pas de demande massive parce que les seniors ne veulent pas parler de ce sujet-là, ils procrastinent ou, comme je dis toujours, ils sont dans le déni, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de demande du tout parce qu'en fait, ils peuvent Non, faire il y a une l'effort et demande. vivre avec la vie. Sur l'adaptation du Est-ce que logement, c'est dans leur tête ou est-ce que c'est vraiment la réalité? non. Il y a vraiment une demande qui se fait jour avec cette volonté alors déjà de rester chez soi qui est sans cesse répétée étude après étude et quand même des messages de prévention. Moi, ça fait une dizaine d'années à peu près que je suis sur le sujet et en tout cas 7 ans que je co-anime avec notamment les caisses de retraite en Ile-de-France chaque année ou presque le Salon des seniors de Paris. On voit bien que les gens vont à l'information. Qui préfèrent un petit peu plus anticiper simplement pour maximiser leurs chances de chez eux. En termes de moyen âge de travaux, moi je me rappelle, il y a 7 ans, je disais chez Vita Confort, 5-7 ans, c'était en moyenne 83 ans. Voilà, cette moyenne est en train de progressivement, je dirais, baisser. Hein. Certains acteurs que je ne citerai pas disent qu'ils ont une moyenne d'âge de 73 ans. Mais voilà, la vérité doit se situer entre 72, En fait, 73 et 80. là, tu parles d'un âge auquel les gens commencent à faire des travaux pour aménager leur logement pour plus tard. Voilà, mais ce qui est déjà trop tard quasiment, parce que c'est Oui, un bien sûr. âge, 80 ans, où on commence à prendre des risques hein, de chuter et ainsi de suite. Donc, mais par contre, on sent dans le discours qu'il y a moins ce rejet, et puis aussi parce que les industriels ont commencé à faire des efforts, je dirais, sur des salles de bain un peu plus esthétiques, des barres de maintien un peu plus esthétiques, puis que le sujet devient de moins en moins tabou. Je veux dire, pareil, quand vous avez tous les jours, bon là, on a vu, hein, l'actualité est la cinquième branche de la sécurité sociale, qui est un signe finalement, qui est une volonté publique finalement d'adresser le sujet du grand âge. Mais ce qui me gêne, c'est juste sur le plan perte d'autonomie, et là on va aller soigner des bobos. Mais voilà, commence à avoir je dirais un bruit de fond sur la prévention et qui va s'amplifier jusqu'à la fin de l'année. Je ne peux pas tout dire, mais il y aura un gros sujet notamment sur l'habitat, en disant voilà, si vous voulez bien vivre chez vous, ben, il y aura des choses à faire plus tôt. Je cite souvent l'Allemagne qui, eux, ont pris le problème différemment, où ils amènent des subventions entre 65 et 75 ans, justement, après on n'y a plus droit, pour, je dirais, mieux préparer l'avenir. Et cette notion de je prépare mieux l'avenir, en fait, c'est ce qui va pousser les gens à aménager chez eux, par exemple, ou alors à investir, on le voit aujourd'hui dans Internet, dans des tablettes et ainsi de suite, finalement par peur de l'inconfort, pas tant par peur de la perte d'autonomie, parce que ça, personne ne s'y projette. Il y a aussi un fait, c'est qu'aujourd'hui, l'allongement de la durée de vie des générations fait que quand on est aidant, on est aidant à 50 ans, de parents qui en ont 75, 80 ans, moi c'est mon cas, hein. Peut-être qu'on va être aidant plus longtemps, donc on aura vu plus longtemps nos parents. Avant, dans les années 60, partait à la retraite, on avait quoi, 5 ans d'espérance de vie. Donc finalement, le troisième âge ne durait pas longtemps. Là, il peut durer beaucoup plus longtemps. Donc ce qui prépare aussi la génération d'avant à se dire, bah, c'était comme ça là, je ne voudrais pas que ça soit comme ça pour moi. Et dernière chose, quand je parle de transition… Oui, donc tu fais juste que tu penses que les baby boomers, enfin, ou les jeunes seniors, font un lien entre l'aménagement du logement et le confort. Bon, ça, je pense que c'est oui, mais est-ce qu'ils font un lien entre l'aménagement du confort et le bien vieillir dans le sens est-ce qu'ils vont jusqu'à amélioration est-ce qu'ils vont jusqu'à adaptation du logement et santé? Est-ce que tu crois qu'il y a le… Non, non, pour moi, non. En fait, ils veulent prévenir, comment dire, voilà, d'éventuels, je dirais, obstacles, troubles à la mobilité. Mais aujourd'hui, non, ils font pas directement le lien. C'est là la problématique qu'on a. Vous allez dans des pays anglo-saxons où il n'y a pas notre système de sécurité sociale, aux États-Unis, vous y pensez longtemps à l'avance. Parce que vous savez que quand vous serez vieux,
votre retraite ne suffira pas à payer tout ce que nous, finalement, l'État supporte pour nous. Les services à domicile et ainsi de suite. Voilà, on peut tout dire sur notre système, qu'il est bordélique, compliqué, tout ça, mais en tout cas, il est prévenant. Mais aujourd'hui, sans une conscience, je dirais, de ce qu'on appelle le care, dire avoir des campagnes de prévention bienveillantes, justement pour expliquer ce qu'on se raconte. Donc aujourd'hui, non, on est vraiment au milieu du gué pour moi. Il n'y a pas cette notion de je me projette dans la perte d'autonomie pour moi-même, parce que ça, on verra plus tard. Souvent, je m'y prends trop tard. Quand c'est trop tard, c'est que j'ai perdu mon proche, que moi-même, j'ai eu un pépin ou un accident de la vie. Parce qu'on identifie encore trop cette adaptation du logement au handicap. Et personne ne veut se reconnaître dans le handicap. Mais je dirais, pas loin, les handicapés voudraient avoir les solutions comme tout le monde. Je veux dire, donc à un moment donné, voilà. Donc il y a eu un déficit, je vais dire, des pouvoirs publics d'adresser le sujet vraiment sur le sujet de la prévention. Des industriels, finalement, ils disaient, bon, on a des gammes moches, blanches ou chromées, mais ça ira très bien parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Et puis, parce que, oui, dans la vie, c'est ce qu'il y a, j'ai une présentation où j'ai une slide où j'ai un petit bébé dans un baquet qui dit voilà, il y a un âge pour apprendre l'autonomie. Là, on fait rien, c'est vos parents qui vous l'apprennent. Donc là, bon voilà, on voit pas le danger autour de la salle de bain. Après, j'ai une autre image où j'ai un couple qui profite dans un spa avec un verre de champagne et effectivement, il y a un âge pour profiter de l'autonomie et des joies de la vie. Puis, le grand âge, c'est un âge pour le réapprendre. Mais avec tous les codes de la vie, je reprends souvent la pyramide de Maslow. On veut dire qu'elle est galvaudée, mais elle marche toujours. Et donc, en fait, la maison qui est un cocon protecteur à la base, quand on est tout petit avec ses parents en plus, on doit réapprendre à en faire un cocon protecteur pour la fin de sa vie. Mais aujourd'hui, moi je dis souvent, ça c'est le paradigme à la française, où on a une sécurité sociale qui est là pour parer à tout. Donc voilà, quand il m'arrivera un pépin, j'aurai une aide quelconque et ainsi de suite. Non, ça on voit bien, et c'est ce que je voudrais pas que le 5e risque provoque, c'est que continue à faire en sorte que les gens n'anticipent pas. Oui, effectivement. C'est le grand risque. Alors que des arguments, si je prends la douche, il y en a plein, même écologiques. Moi, mon absolue crainte demain, c'est pas tant le pétrole, c'est l'eau. Et une douche consomme beaucoup moins d'eau qu'un bain. Et puis aussi parce que les modes de vie ont changé. Je veux dire, aujourd'hui, nos rythmes de vie sont bien plus accélérés. Des bains, on en prend des fois quand on va dans un spa, voilà. Et chez soi, on prend une douche. Bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ça consomme moins d'eau du moment qu'effectivement, on reste pas 3 heures sous la douche. D'accord. Si je vais un peu plus loin, des arguments en ce sens, il y en a plein. Si je vais un peu plus loin, tu organises depuis, je pense, plus d'1 an en fait comment on appelle ça, des camions aménagés en fait de présentation, Ouais. ce qui peut être fait. Déjà, est-ce que tu vas pouvoir nous en parler? Et ensuite, ce que je voudrais savoir, c'est les seniors qui viennent voir ce que vous proposez dans ces camions. Ils viennent pourquoi en fait? Ils viennent par curiosité, ils viennent dire voilà. Par curiosité. Ou alors voilà, j'ai un problème, j'ai ma hanche qui est foireuse, je veux que vous me trouviez une solution. Voilà, est-ce que tu peux expliquer d'abord ce que tu as organisé et puis pourquoi les seniors viennent? Alors, déjà, je vais rendre à César ce qu'il y a. Alors, l'idée, effectivement, quand on a créé Vita Confort, moi, j'avais un rêve, c'était d'aménager déjà un camion et de prendre les routes pour aller au contact des gens. Et puis, bon, ça s'est pas fait, mais j'ai été un jour appelé par l'association Solidaire pour l'Habitat, Solia en Nouvelle-Aquitaine, alors qui avait déjà fait une expérience en mobilité avec un grand bus, mais qui a dû sortir une fois parce que sa vocation était d'aller dans les campagnes, les petits villages, et le bus ne passait pas dans les rues des petits villages, et puis surtout, il mobilisait une personne pour conduire. Et à l'époque, ils viennent vers moi, vers nous, Saint-Gobain, en disant, tiens, voilà, on a réfléchi autour d'un petit camion, 3,5 tonnes, que tout le monde peut conduire, donc ce qui permettra de se le prêter, et ainsi de suite. Mais comment on fait pour exprimer ça dans moins de 10 mètres carrés? C'est un camion de déménagement. On a commencé à prendre les plans et ainsi de suite, bosser avec des industriels. Et finalement, on a réussi à mettre un bout de cuisine, un bout de salle de bain, une toilette, et puis pas mal d'infos là-dedans, et ça a commencé à partir. Avec l'aide de la CARSAT Nouvelle-Aquitaine, qui a financé, je dirais, les journées d'animation. Et très rapidement, on s'est aperçu que ce camion était saturé. Il y a 80 sorties prévues, et ainsi de suite. Soit parce qu'il était missionné, donc Solia est une association, je dirais, qui a plusieurs missions. C'est un opérateur agréé de l'État pour tout un tas de dossiers d'accompagnement des populations modestes et très modestes sur soit la rénovation énergétique, soit l'adaptation du logement.
et aussi pour mener des actions de prévention pour les acteurs de la protection sociale, et notamment les CARSAT. Donc, deux modes de fonctionnement, soit ils sont missionnés, soit ils sont appelés par des collectivités locales. Et ça commence ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a commencé à découvrir plein de choses. Alors déjà, le dénuement de certaines mairies qui ont un petit service, mais pas les moyens de faire de la prévention. Et donc, qui eux aussi sont tout aussi paumés, je dirais, qu'un usager, dans tout ce qui peut être au service du grand âge, que ce soit les administrations, que ce soit les aides pour le logement, ainsi de suite. On a conçu ce camion justement pour sortir des codes de la prévention traditionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai fait plein de participé à des petits salons, je pense notamment à la CRAMIF à Paris, parce que les gens reçoivent un papier en tête officiel, se sentent obligés de venir, parce que c'est l'administration qui leur écrit, et ça marche beaucoup avec les vieilles générations. Là, l'idée était un petit peu différente, c'est de s'inviter, alors avec je dirais la connivence des mairies sur des marchés, sur des foires, pour surprendre. Alors, moi, j'en ai fait moi-même plusieurs, mais au moins une qui m'a marqué. Donc, il y avait le camion de Nouvelle-Aquitaine et la région Normandie voulait le tester. Donc, la Nouvelle-Aquitaine nous l'a prêté. On a remonté le camion de Bordeaux dans un petit village qui s'appelait la Barre-en-Ouche, 700 habitants, en plein milieu de La Barre-en-Ouche. La Barre-en-Ouche. La Barre-en-Ouche. Et ça, c'était quand même prémonitoire. Hein. Voilà. 700 habitants, on se pose le matin et là, ils avaient l'impression de voir un camion qui était commercial pour vendre des cuisines et des fenêtres, quoi. Donc, les gens nous fuyaient. Est arrivé le maire, et alors là, parce qu'on était sur le marché, hein, donc entre le poissonnier et le marchand de fruits et légumes, avec un nombre de personnes âgées, bon, 700 habitants, on va dire, il y en avait bien au moins 200, puis qui venaient avec leur petit caddie acheter leurs pommes, leurs poissons, et ainsi de suite. Dès que le maire est arrivé, bonjour monsieur le maire, c'est un tout petit village, enfin c'est même 2 villages, et là le maire a dit, mais vous avez vu, vous êtes renseigné, et là on a commencé à avoir du flux. Et là, les gens ont commencé à se livrer. Et là, les gens ont commencé à découvrir des besoins qu'ils n'avaient pas imaginés. Ils ont commencé à découvrir que même s'ils n'avaient pas les moyens, on pouvait les accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu un déclencheur. Un déclencheur. Et c'est ce qui me fait dire que. Et puis, bon, on était également avec des artisans du bâtiment, hein, de Handibat et de la CAPEB, et de Silverbat. Parce que quand il y avait des travaux, ils avaient peut-être des questions techniques, mais ça, c'est pas possible, et ainsi de suite. Et c'est là où. Alors, on s'est aperçu déjà qu'il fallait mieux travailler en amont avec les acteurs publics, pour expliquer que, moi, souvent, ce que je dis par bravade ou pour un petit peu challenger des élus locaux, je dis, vous savez, la politique du grand âge et la prévention, dans votre village, ça ne se limite pas au bal des pompiers et à la galette des rois, quoi. Hein. À un moment donné, on peut parler d'autres sujets. Alors, bien sûr, je peux imaginer que dans la mairie, vous n'avez pas la place et vous n'avez pas un showroom, mais justement, ces camions sont faits pour ça. Et pour surprendre. Et en plus, ils embarquent les 3 thématiques maintenant, adaptation du logement, isolation des logements et numérique, puisqu'on a comme partenaire Facilotable qui offre des tablettes pour faire en sorte qu'on puisse aussi montrer un petit peu ce qu'est une tablette. Bon, donc, premier camion qui a bien marché, et derrière, en même temps, on est contacté par le département de la Haute-Marne, alors qu'il n'avait pas vu le premier camion, mais qui avait la même idée. Il dit, nous, on a retrouvé un vieux bibliobus qui ne sert plus à rien, est-ce qu'on peut faire pareil? Donc, j'ai montré les plans de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'était 2 acteurs différents, hein, mais la volonté était la même en disant, nous, on est la Haute-Marne, c'est peut-être le territoire le moins peuplé de France, mais avec un tissu de villages très isolé, puis avec surtout un des plus vieillissants de France. Et donc nous, on leur a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on vous l'aménage. Alors, comment ça fonctionne, hein, on va dire l'acteur, qu'il soit public ou associatif, fournit le camion. Nous, avec un pool d'industriels, on offre les matériaux, donc ça ne coûte rien à l'acteur public. Et puis surtout, on a des partenariats avec des artisans, des grandes fédérations, la CAPEB, Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, et puis la Fédération française du bâtiment, c'est des artisans bénévoles hein, qui viennent installer les produits dans le camion. Et ça, c'est pour développer une deuxième idée qui, aujourd'hui, on peut très bien avancer, chacun avec nos préoccupations, dans un projet commun entre acteurs publics, associatifs et privés. On le fait en Haute-Marne, pareil, on a même fait la foire de Saint-Dizier, qui est une grande foire, et là, pareil, alors des gens qui regardaient en disant « Oh, c'est joli !» Parce qu'évidemment, on a soigné l'esthétique. On a mis des solutions innovantes, on a mis des jolies douches, et ainsi de suite. Évidemment, réglé au cordeau de l'ergonomie. Et ce qui est assez intéressant,
presque avec le temps pareil. Moi, j'ai développé un parcours. On commence par la cuisine parce que la cuisine, c'est beaucoup pour montrer des petits accessoires qui vont faciliter le quotidien. La cuisine aussi, ça parle beaucoup aux Français. C'est le dernier endroit, souvent de lien social. On va inviter des amis à boire le thé. On continue à éplucher ses carottes, à faire sa salade. Ben voilà, c'est lourd de sens, la cuisine, pour l'autonomie, alors que la salle de bain peut être lourde de sens pour la perte d'autonomie. C'est ça qui est assez terrible. Et donc, en fait, ce parcours qui commence de la cuisine, donc le moins lié à la perte d'autonomie, permet de faire tomber des barrières psychologiques pour mieux aborder le sujet d'après. Parce qu'effectivement, c'est dans la salle de bain où on commence, ou les toilettes, à avoir des barres de maintien et des choses un peu plus typées. Et puis, ce qu'on a vu aussi derrière, c'était à quel point on était en retard dans le monde du bâtiment sur la formation des artisans, sur la capacité qu'on avait tous à communiquer avec des acteurs publics, avec des ergothérapeutes, à avoir les mêmes préoccupations, ou tout du moins à trouver le moins mauvais compromis. Et ces camions servent aussi à ça, parce que quand on les aménage, eh bien, on a les représentants locaux du monde de l'artisanat et des artisans, avec des ergothérapeutes, avec les pouvoirs publics de la prévention. Il y a on va dire, il y a une confiance qui se crée, il y a un écosystème qui se crée. Nous, quelque part, Saint-Gobain, on est juste fournisseur de matériaux, mais c'est pareil, on leur dit, vous voyez, les équipes sont formées, si vous avez des questions, on produit des outils, que ce soit numérique, des catalogues, pour faciliter aussi la vie de tout le monde. Et puis pour embarquer, je dirais, si je prends, justement, j'étais en train de travailler dessus, sur le futur catalogue de l'enseigne CDO, on a beaucoup de pages dédiées aux acteurs publics, l'ANA, la CNAV et ainsi de suite, parce que ce que doit connaître le particulier, l'artisan doit le connaître aussi. Donc l'idée, c'est effectivement, moi, souvent quand je me définis, on dit tu fais quoi? C'est très compliqué ce que je fais. Je suis déjà agrégateur et animateur d'écosystèmes. Partout où on a un projet de camion ou de maison. Pour en finir avec les camions, donc derrière, Solia a décidé de déployer le modèle. Alors Solia, c'est des fédérations régionales, hein, avec une fédération nationale. Mais aujourd'hui, il y a des territoires, je vais citer les Hauts-de-France parce qu'ils sont extrêmement moteurs, parce que aussi la région la plus peuplée de France, avec beaucoup de besoins. On a déjà 3 camions, voire un 4e, bientôt. Et aujourd'hui, on est à peu près, alors, Solia, on est à 12-13 camions. On a le département donc, de la Haute-Marne, je l'ai dit, la Meurthe-et-Moselle aussi, qui a souhaité investir dans un baby-au-bus à recycler. On a bientôt le département du Gard, on a bientôt… Aujourd'hui, en fait, alors, je dirais presque, c'est un petit peu comme les états généraux, c'est venu d'un mouvement d'acteurs de terrain, mais c'est quelque chose qui est en train… Alors, évidemment, moi, je facilite le truc, j'ai standardisé tout le process et ainsi de suite, avec des matériaux Saint-Gobain ou de nos partenaires, hein, qu'on va retrouver dans nos magasins. Mais voilà, et en fait, c'est en train de devenir quelque chose de national, on est en train de mailler le territoire. Il y a combien de camions à l'heure actuelle? Il y en a exactement 15 et bientôt 17. D'accord. Avec les 15 et 17, vous avez touché combien de personnes âgées? Alors, on va dire, c'est à peu près 80 sorties. Ça peut-être, je n'ai pas les chiffres parce que c'est difficile à agréger, mais je dirais aujourd'hui au moins 300 000. 300 000, d'accord. Ben oui, puisque en fait, ça va dans des villages. Donc, vous avez des jours où vous avez une sortie avec 10 personnes. Moi, ça m'est arrivé à la demande de la mairie de Rouen. Alors, parce que Saint-Gobain a son propre camion, hein, qu'on a dupliqué et qui nous sert alors à faire des animations. Par exemple, moi, ce camion-là, j'ai un partenariat, comment dire, un partenariat juste, voilà, toujours exploratoire avec Solia dans le département de la Seine-et-Marne, qui est un département extrêmement long et très compliqué à gérer en termes de prévention. Bon, donc de temps en temps, on a fait. Alors bon, je vais pour l'instant laisser tomber la Seine-et-Marne, mais la mairie de Rouen me demande d'intervenir au salon des seniors de Rouen, qui était organisé par la mairie. Là, j'ai dû voir 800 personnes dans la journée. D'accord. On l'avait fait aussi à l'initiative du département de l'Eure pour un très bel événement qui avait eu lieu il y a 2 ans, au conseil départemental de l'Eure. Là, ça avait été extrêmement bien organisé et on a vu 500-600 personnes. Donc, quand je dis sur 15 camions, 80 sorties, même si on n'en voit que 10 à chaque sortie, tout de suite, on arrive à des économies d'échelle. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'aujourd'hui, un senior, plus il avance en âge, moins il est mobile.
alors je vais prendre un autre exemple aussi, on a aussi accompagné des projets de maisons pédagogiques. Il y en a une qui est très connue, c'est la maison d'Alia au Havre, gérée par le CCAS du Havre, qui est une vraie maison entièrement adaptée, le plus esthétique possible, avec beaucoup d'accessoires, de l'éclairage automatisé, mais vraiment accessible au plus grand nombre. C'est pas un showroom à la Star Trek, c'est vraiment voilà. Et là-dedans, il y a des groupes de seniors qui passent, de professionnels et ainsi de suite. On a dupliqué la même chose avec la mairie d'Amiens. Et là, ça s'appelle la maison Happy. Donc, c'est Habitat Autonome, Prévention et Indépendance. Où là, en plus, je vais une fois par mois donner des cours, enfin pas des cours, enfin j'anime des petits ateliers, mais toujours pour rester au contact, je dirais, de la population. Et on s'est aperçu, et ces métropoles se sont aperçues, avoir pas mal investi dans ces dispositifs, mais qu'ils avaient beaucoup de mal à toucher les villages ou les petites communes limitrophes de la métropole, parce que les gens ne vont à la ville que quand ils sont contraints par quelque chose. Et que donc on est en train de réfléchir, alors là, la pandémie nous a stoppés dans l'élan, mais on va le faire très bientôt avec la mairie d'Amiens notamment, et le Havre aussi, des tests où justement un camion pourra faire presque la tournée du laitier pour mieux vendre au niveau de la métropole le dispositif de prévention fixe qui est au centre, pour informer les gens sur les moyens de s'y rendre, les programmes. Souvent, c'est beaucoup de méconnaissance. Hein, donc, parce que pour eux, dans leur tête, voilà, la politique des vieux, c'est la sortie aux ortillonnages d'Amiens, c'est le loto des vieux une fois dans l'année, le salon des seniors. Non, c'est des choses où toute l'année, je dirais, ils peuvent. Alors, moi, je prends un exemple. J'ai un atelier sur la domotique, à l'usage des seniors. Moi qui ne suis pas un grand défenseur de la domotique, je dis tiens, je vais leur faire un truc pour démystifier la domotique, en leur disant que déjà, dès qu'ils passent avec leur badge Vigic dans leur résidence, c'est déjà de la domotique, ou quand ils présentent leur passe Navigo, c'est déjà de la domotique. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se faire un monde de la technologie. Et c'est quasiment un des ateliers où j'ai le plus de monde, voire même, j'en ai 2 qui sont ultra connectés. Et quand je dis ultra connectés, la maison entièrement pilotée par smartphone, qui pourraient quasiment donner des cours aux autres et qui se prennent au jeu. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Je dirais, ça permet encore de continuer à décoder les habitudes des gens. Mais pour en revenir à la prévention, effectivement, moi, je suis très attaché. Alors, bon, il y a des politiques de prévention nationale qui, pour moi, bon, voilà, sont trop médico-centrées, trop grande perte d'autonomie. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on a appris à le faire. Moi, l'idée, ça serait de dire, voilà, c'est quasiment le confort pour tous les âges. Hein. Et c'est une des préconisations qu'on avait fait avec le Conseil national de la Silver Economy, d'une campagne grand public, justement, pour parler du grand âge et de l'autonomie, mais plus sous l'angle du soin et de la grande perte d'autonomie, de l'APA, d'Alzheimer et ainsi de suite, même si évidemment, il faut bien sûr continuer l'effort, mais voilà, pour dédramatiser la chose en disant préparez-vous. Hein. Mais il faut le doubler de dispositifs parce qu'il y a effectivement aussi des territoires. Je dis la France, c'est pas que la France des smart cities, on va dire, mais il y a encore énormément de gens qui souhaitent, je dirais, alors soit partir à la campagne pour avoir un peu de tranquillité, et puis qui à un moment donné se rendent compte que manque de bol, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de pharmacie, et pour peu qu'ils y restent, ça crée des déséquilibres dans les territoires. Bon. Là, on ne sait pas trop ce que ça va donner, la pandémie, où des gens veulent absolument une maison avec jardin, mais pas trop loin de Paris, on verra bien. Je ne pense pas qu'il y ait une grande transhumance ou un exode rural à l'envers. Mais cette question territoriale doit quand même nous interroger. On a quand même 36 000 communes, hein, donc des grandes métropoles ou des moyennes métropoles, il n'y en a pas tant que ça. Et que donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en frontal avec les thématiques, et on l'a bien vu encore pendant le Covid, à qui il faut apporter des moyens. Et ces camions aussi ont été faits pour ça. D'accord. Donc, et dernier pan alors de ces camions, on fait des animations communes avec au Salon des Seigneurs de Paris à la rentrée en septembre. Justement, on aura le stand où traditionnellement on faisait un appartement hein, qu'on reconstituait avec la CNAB Île-de-France et puis Solia. Cette année, on souhaite, on met en avant le camion pour, je dirais, voilà, faire visiter. Mais on fait ce stand avec la CNAB, avec Action Logement, avec des artisans labellisés et formés, pour vraiment représenter, alors à l'échelon de cet événement médiatique, cet écosystème que moi je porte de mon cœur, parce que voilà, les pouvoirs publics seuls n'auront pas, je dirais, la clé. Moi, j'aurais jamais appris autant de choses que j'ai pu apprendre si je n'avais pas fréquenté autant
les acteurs de la CNAF, de Prévention Retraite Île-de-France, d'Action Logement. Enfin, on s'apprend mutuellement tous les jours. Et dernière chose, donc, effectivement, alors, eux se servent de ces moyens mobiles pour faire de la prévention. Hein. Nous, alors, en échange de ce qu'on fait, ils nous le prêtent gratuitement, hein, un peu sur toute la France, pour faire de la sensibilisation, de la prévention auprès des artisans du bâtiment. Parce que eux, ça fait des années, alors ils ont commencé à voir un petit peu le sujet par le prisme du handicap qui est très complexe, avec des administrations comme les maisons départementales pour le handicap, qui ont, je dirais, des modes de fonctionnement assez complexes et lourds. Bon, ça, un artisan, ça ne l'intéresse pas d'avoir un dossier qui va durer 6 mois et d'être payé à 6 mois. Hein. Déjà, il n'a pas la trésorerie. Et voilà, donc ceux qui sont vraiment investis là-dedans, c'est vraiment des gens qui ont la foi, quoi, hein, pour résumer. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a 600 000 personnes en fauteuil roulant, bon an, mal an, hein, qui est un chiffre assez stable. Et que demain, des personnes âgées de 75 ans et plus, on va passer de 2 à environ 8 millions, 10 millions selon les chiffres. Donc, on a un rapport de 1 à 10. Et que là, en fait, aujourd'hui, on le sait, on n'a pas la main-d'œuvre. Alors, parce que le monde du bâtiment, c'est beaucoup arc-bouté sur la transition énergétique, mais que demain, c'est quasiment une obligation sociale, je dirais, que d'embrayer le pas. Quand on va avec les camions alors nous, on a tout un tas de points de vente, pas loin de 4000 en France, à travers toutes nos enseignes, Point P, CDO, la plateforme du bâtiment. Qu'on leur en parle, en fait, ils sont très sensibles au sujet. Mais comme les personnes âgées, ils avaient dans leur tête que c'était un sujet très complexe. Je dis non, vous êtes plombier, vous avez posé des douches. Ben, là, je vais juste vous donner 2-3 codes d'ergonomie, 2-3 codes aussi de psychogérontologie, parce que souvent, quand on est artisan, on travaille en lieu inoccupé. Là, il faut accepter d'avoir papy ou mamie sur le dos toute la journée, qui va vous dire de mettre les patins, de faire attention, qui va poser beaucoup de questions, parce qu'il a besoin de beaucoup de réassurance. Et c'est tout ce discours qu'on développe pour les envoyer vers des formations un peu normatives et techniques, parce que ça, il en faut, mais aussi et surtout, voilà, pour les intéresser au sujet. Mais comme c'est un sujet qui les touche eux-mêmes, à travers eux-mêmes, leur famille ou des personnes âgées qui connaissent, ils en sont beaucoup plus réceptifs. Et donc, il faut juste, excusez-moi, et donc, il faut juste dédramatiser le sujet. D'accord. Donc, il s'appelle comment? C'est les joies du télétravail. Il s'appelle comment? Et donc, Mina, c'est une D'accord. belle golden. Viens ici. Viens là. Viens là. Allez, viens. Hop. Oula, golden, génial. Ah oui, elle est grande? Oui, c'est un gros chien. Ah, oui. Allez, chute. Moi, j'ai un boxeur ici. Il est sur la terrasse, là. Il est dehors. Voilà. Donc, pour en revenir à nos sujets, en fait, il y a sur cette transition de il y a une grande incompréhension, mais qui est presque naturelle. Je dirais, ça a été quasiment la chasse gardée. On le voit aussi dans l'aide à domicile, je dirais, du monde médico-social. Et puis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les acteurs, nous, on le voit bien dans les interviews des états généraux, demandent l'abolition des frontières entre le médical, le médico-social, le social, parce qu'on s'est aperçu que c'était compliqué. Nous, le bâtiment, on n'a jamais été invité, je dirais, alors à part dans des grands programmes, par des grandes boîtes, mais je dirais aujourd'hui, on n'a jamais été consulté, ne serait-ce que pour ça. Donc aujourd'hui, pour en revenir à ce sujet-là, alors, les dispositifs de camions sont des dispositifs pour justement partager des objectifs communs, parce que je m'aperçois finalement que la prévention pour les personnes âgées, c'est exactement la même que je dois faire avec les artisans. D'accord. On a parlé tout à l'heure beaucoup de marketing. Moi, je n'arrête pas de dire, et moi, je vais citer Camille Mérès, de Prévention Retraite Île-de-France, avec qui on a testé beaucoup de choses. C'est grâce à elle qu'on a pu faire et Christiane Touquet, de la CNAV Île-de-France, qui a pris le risque de dire, tiens, on va s'afficher avec une boîte comme Saint-Gobain pour faire, je dirais, ces opérations de sensibilisation de masse comme le Salon des seniors, où Camille rêve, et moi aussi, de lancer un vaste sujet sur la sémantique. Parce que la prévention doit être de la séduction. Je dirais, la prévention, ça doit être du marketing à usage social. Pas du marketing purement mercantile. Il pourra l'être, parce que si on fait une bonne prévention, ça va générer de toute façon des économies au bout du bout pour les finances publiques. Au bout du bout, nos impôts. Parce que j'aime bien dire que tout l'argent dont on parle en ce moment,
c'est l'argent des Français. Parce que, voilà, le peuple, enfin la nation, c'est nous. Et on confie finalement le droit aux gens qu'on élise de le dépenser. Donc c'est pour ça que il y a quelques acteurs très engagés. Je ne vais pas citer tous les industriels, mais les grandes boîtes. Hans Grohe, qui est un des leaders de la salle de bain, KW, qui est le leader anglais de l'adaptation des logements, Moderna, qui est un fabricant de cuisine, et qui partagent finalement, alors à la fois ce besoin d'apprendre cet écosystème. Moi, je suis intervenu devant des comités de direction de Hans Grohe, même de Sodexo et tout ça, pour tous décrypter finalement les codes qui nous permettront finalement de mieux communiquer sur des notions de confort, sur finalement la prolongation de l'indépendance et du confort de vie, dans le respect de la personne, et puis en embarquant, je dirais, notre part de service public. Moi, j'ai aussi, alors, une des mesures du rapport Libault qui m'a marqué et que je défends, c'est le fait que intégrer ces notions de prévention il faudrait intégrer ces notions de prévention vis-à-vis de nos salariés dans la politique de RSE des entreprises, responsabilité sociale et environnementale. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on fait des sessions de préparation au départ à la retraite. Parce qu'effectivement, il faut se préparer à un nouveau mode de vie et ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus dans le fait, quasiment, oui, on risque d'être désœuvré, d'avoir un choc psychologique et ainsi de suite. Je pense que c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Les seniors sont très actifs. Eh bien, aujourd'hui, dans le rapport Libault, il disait il fallait un petit peu élargir. Et moi, je dis, l'adaptation du logement, on doit aussi pouvoir en parler dans l'entreprise. Parce que ça va impacter directement et amener des solutions directes aux salariés aidants pour ses parents. Et puis, on fait d'une pierre deux coups. Donc, finalement, l'allongement de la durée de la vie va peut-être faciliter la prévention parce qu'on a plusieurs publics à toucher. D'accord. Et qu'en touchant des aidants, on peut toucher aussi, on touche 2 personnes en une. Ça sera la conclusion ou ta petite conclusion? Ma petite conclusion, c'est un sujet qui est absolument magnifique. Alors, c'est un sujet, en tout cas, nous, dans le bâtiment. Le bâtiment est un monde très technique. On fait des normes et finalement, c'est de la technique appliquée à la technique. Là, on rajoute une dose d'humain qui est colossale et avec un écosystème très complexe, mais qui finalement donne toute sa valeur, je dirais, à nos métiers. Et également apporte aussi des réponses aux jeunes générations qui sont en quête de sens, qui cherchent d'autres valeurs et qui, aujourd'hui, on le voit bien à travers l'écologie, à travers le lien familial. On le voit dans la silver economy où il y a énormément de jeunes qui s'investissent dans des startups, dans des idées. Pas toutes payées de succès, mais et je pense que ces valeurs humaines, ces valeurs environnementales, écologiques, sont celles qui animent vraiment, je dirais, les futures jeunes générations. Je le dis souvent chez nous, c'est avec ça qu'on attirera des talents demain, c'est pas avec des salaires et des galons. D'accord. Donc ce sujet, c'est à la fois un challenge colossal. Moi, j'aime bien dire, il y a 2 Everest dans le monde du bâtiment, la transition énergétique, puis l'étape d'après, c'est la transition démographique. C'est une opportunité formidable d'élargir notre champ de connaissances et de compétences avec d'autres acteurs. On n'aura pas, on dit souvent, on n'a pas une deuxième occasion de faire une bonne première impression. Je pense que là, alors le Covid a accéléré, mais je pense qu'il y en aura d'autres et que ça va accélérer. Les 10 ans qu'on a devant nous vont être cruciaux pour le bâtiment, pour les générations futures. Comme je dis, on n'a pas créé ce qui nous arrive. C'est la démographie, c'est peut-être, on a péché par lenteur de réflexion ou par, voilà. Mais les 10 ans vont devenir cruciaux à la fois pour notre système de santé, pour nos infrastructures. J'aime souvent à dire que le sujet de la prévention est limite plus du domaine de l'aménagement des territoires demain que uniquement le sujet de la santé. Donc il faut s'y préparer. C'est vraiment l'enjeu des états généraux, l'enjeu de tout ce qui se passe en ce moment. Mais il faut je dirais que les silos deviennent de plus en plus poreux et les gens de plus en plus ouverts d'esprit. C'est grâce à ça qu'on arrivera à non seulement développer des marchés, je répète, plus on parlera d'adapter ou d'isoler les bâtiments, et plus il faudra des industriels et des distributeurs pour vendre des produits. Il faudra le faire bien, avec éthique, avec bienveillance, le sens du service public et de l'accompagnement de nos clients naturels, notamment les artisans du bâtiment, et l'information au grand public. C'est ma conclusion. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe Arnoux, je rappelle que tu es directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution. Merci Jean-Philippe. Merci Frédéric, toujours un plaisir.